Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 31 de la saison 2 de Boisvert Radio. Dans la vie, avoir plusieurs talents, ça peut être très utile. Dans le cas de l'invité de ce soir, un talent inné dans la musique lui a permis de se réorienter après une belle carrière d'hockeyeur au niveau professionnel et junior. Comme collaborateur aujourd'hui, Thomas Beauchemin m'accompagne. Salut Tom, ça va? Salut, ça va super bien et toi? Yes, good. Donc, je vous présente mon invité de ce soir. Il s'agit de Étienne Drapeau. Étienne est un chanteur bien connu, là, très populaire au Québec, fort de 8 albums en carrière et 7 numéro 1 à la radio. Il est un ancien candidat de Star Academy en 2004, récipiendaire d'un Canada Latin Award pour son album Fiesta. Mon invité de ce soir est également un ancien joueur de hockey, ayant connu tout qu'un passage au niveau junior, passage ayant attiré les regards du Canadien de Montréal qui ont fait de lui leur choix de 4e ronde au repêchage de 1996. C'est un plaisir de le recevoir cette semaine. Étienne Drapeau, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Très heureux d'être avec vous, messieurs. Merci de la belle invitation. Good. Donc, débutons en parlant de hockey. Tu as été repêché au premier rang au total au repêchage de la LHMQ 1994 par les Mooseheads d'Halifax. Ensuite, tu as joué là, pour les Enfants de Beauport, les Voltigeurs de Drummondville, les Tigres de Victoriaville. Qu'est-ce que tu retiens là, de ton passage dans le hockey junior, dans la LHMQ? Mais ça a été des très belles années. Écoute, tu sais, quand tu reçois un téléphone et on te dit que tu vas être le tout premier choix de la Ligue junior majeure du Québec, C'est overall, fou, là. comme on dit dans le hockey, là, comme Mario Lemieux, comme Pierre Turgeon, comme tout plein de grands joueurs qui ont connu des grandes carrières. Moi, je me rappelle, j'avais 16 ans, j'étais chez ma mère à Québec. Et après, quand j'ai raccroché, c'était Clément Jaudoin, l'entraîneur-chef, directeur général, qui m'avait appelé. Et j'avais fondu en larmes, j'avais pleuré, c'était le rêve de ma vie. Tu étais à 2 ans d'être repêché dans la Ligue nationale. Ouais. Puis le junior, ça a été des belles années, très formatrices. Le hockey, c'est un monde qui est dur, c'est un monde qui est pas facile. Moi, j'avais une fibre beaucoup plus humanitaire, humaine, Ouais. artistique. Puis dans le hockey, ça joue rough. Les coachs, c'est rough. Ouais. Entre joueurs aussi. On connaît pas tout le temps les coulisses du hockey, mais c'est pas un monde facile. Fait que je pense que ça te prépare à travailler fort. S'il y a une chose que j'ai apprise ou retenue de mon passage dans le hockey, c'est vraiment ça, de ne pas avoir peur de rien, de foncer, puis de travailler fort pour atteindre mes objectifs. Puis ça m'a servi beaucoup dans ma carrière de chanteur. Super. On l'a mentionné tantôt dans l'intro, Charles l'a dit, tu as été repêché par le Canadien en 1996. D'ailleurs, félicitations. Comment c'était pour un Québécois de jouer dans le Canadien? Je veux dire, c'est l'équipe de la province. Avant, on avait les Nordiques qui sont disparus depuis 95. On le sait avec l'histoire de Mario Lemieux qui les a vendus malheureusement. Mais comment c'était pour toi d'être Québécois à Montréal? J'imagine que c'était un rêve d'enfant presque réalisé. Là. Écoute, moi, j'étais un gars de Québec. J'ai grandi à Québec, OK. à 5 minutes du Colisée. Fait que moi, j'étais un fan fini des Nordiques, là, le N tatoué sur le cœur. Au secondaire, c'est moi qui vendais les billets des Nordiques à mon école. Quand je vendais 10 ou 12 ou 15 billets, là, j'avais un billet gratuit là, d'un banc blanc en haut, parce qu'on manquait d'air. Écoute, j'ai trippé toute ma jeunesse, moi, sur Joe Sakic, Owen Nolan. Mon meilleur ami d'enfance, c'était le fils d'André Savard, l'ancien coach des Nordiques. Ouais. Fait que moi, j'avais le privilège d'aller m'asseoir en arrière du banc des joueurs avec mon chum parce qu'il y avait 2 billets. Fait que j'allais souvent l'accompagner. Fait que moi, toute ma jeunesse, j'ai vu les joueurs de la Ligue nationale, non seulement dans les estrades, mais de proche, grâce à mon meilleur ami qui était le fils du coach des Nordiques, qui est André Savard, qui est devenu directeur gérant du Canadien de Montréal quelques années après. Ouais. Fait que moi, dans ma vie, là, j'allais être un joueur de hockey. Mes murs étaient tapissés de joueurs de hockey, là, de photos, de posters, toute ma jeunesse. Fait que moi, c'était juste ça que je voulais faire dans la vie, mais j'avais une passion pour la musique un peu à côté, tu sais, mais je jouais du piano classique, j'écrivais, j'avais commencé à chanter un peu. Mais là, comme tu l'as mentionné, en quelle année les Nordiques ont été vendus? En 95. 95. Ou 94. 95. Ouais, je pense que c'est 95. Donc, une année avant mon repêchage de la Ligue nationale, les Nordiques sont vendus au Colorado. Il ne reste que le Canadien de Montréal comme équipe. J'arrive au repêchage à Saint-Louis. Moi, j'étais classé un joueur qui devait sortir à peu près 2e ronde. Okay. Première ronde passe. Bon, c'est pas grave. 2e ronde. 3e ronde. Milieu de la 4e ronde, j'ai pas encore été repêché. Pour vrai, je capotais. Moi, j'avais déjeuné à 8 h le matin. Il était rendu comme 4 h l'après-midi. J'avais rien mangé. J'avais faim. Je capotais, mais je voulais pas m'en aller. Parce qu'à partir de la 2e ronde, j'étais sur le bout de mon siège. Je me disais, là, tu pouvais sortir n'importe quand. Ben, c'est ça. Je veux pas être en train d'aller m'acheter un hot dog. Puis, pendant, il nomme ton nom, t'es pas là. T'as l'air t'attendre en tabarouette. Fait que moi, je suis découragé. Puis je me dis, qu'est-ce qui arrive, là? Il y a 9 rondes, je vais peut-être oublier. Puis là, à un moment donné, ils disent, bon, le prochain à choisir, le Canadien de Montréal. Puis dans ma tête, ça fait, OK, c'est moi. Je le sais. Je le sentais en dedans de moi que ça allait être moi. Je ne peux pas te dire pourquoi. Ben, t'avais-tu parlé avec le Canadien avant le repêchage?
Oui, des j'avais entrevues avec rencontré, eux? ouais, il y a beaucoup d'équipes, il y a peut-être la moitié des équipes qui m'avaient rencontré OK. dans les jours avant, ou quand tu es junior, ils ont tous des dépistage, ils viennent te rencontrer, Ouais. manger au restaurant. Le Canadien, je les avais rencontrés la veille dans une chambre d'hôtel, Mario Tremblay, quelques-uns. Mario Tremblay avait dit plus tard qu'il avait beaucoup aimé ma personnalité. Il me connaissait comme joueur de par les dépisteurs, mais il trouvait que j'avais une bonne tête, puis il avait aimé ma personnalité en discussion. Mm. Alors, tout d'un coup, moi, je te dis, quand ça a été le tour du Canadien, moi, je dis dans ma tête, OK, là, je ne suis pas si religieux que ça, mais je vais faire une petite prière, m'a demandé à la vie, à l'univers, à tout ce que tu veux. Hey, je veux être repêché par le Canadien. Comme tu as dit, c'est la dernière équipe qui reste au Québec. Ça sera un rêve. Mon grand-père avait tripé sur les Canadiens toute sa vie. Puis à un moment donné, il nomme mon nom. Les Canadiens sont fiers de repêcher Étienne Drapeau. Hey, là, ça se peut plus. Là tu comprends pas. Là, tu t'en vas en avant. Tu mets ton chandail du Canadien. Tu appartiens aux Canadiens de Montréal. Mais pire encore, c'est moi, j'ai eu la chance à mon premier camp d'entraînement de jouer un match hors concours. Ouais. J'ai scoré un but dans la Ligue nationale. Vous parlez d'un gars qui a quand même scoré un but dans la Ligue nationale. Ben oui, c'est hot. Ben oui. Ah, non, mais quand même. Ouais. Fait que j'ai compté un but en match pré-saison contre les Rangers de New York. Mais ça, c'est le meilleur feeling que j'ai eu de ma vie, de rentrer dans la chambre du Canadien. Là, tu mets tout ton stock, tu as les pantalons, les gants, le casque, les couleurs. Là, tu mets ton chandail, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu es habillé en Canadien. Là. C'est. Je sais pas comment le décrire. Je dis, je suis content de l'avoir vécu. C'est le rêve d'une vie. Puis aujourd'hui, ben, je me dis, ben, c'est une belle affaire à raconter dans un podcast ou un jour. Good. Mais là, c'est ça, après avoir été repêché, tu n'as pas signé de contrat avec les Canadiens, tu t'es un peu promené là, dans les rangs mineurs. Avec du recul, à ton avis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir une carrière là, digne de d'autres choix, digne de d'autres premiers choix au total dans la LHMQ, là, comme tu as été? Beaucoup de blessures. Moi, c'est les blessures qui m'ont énormément ralenti. Honnêtement, aujourd'hui, je le dis sans prétention. Si ça n'avait pas été des blessures, je pense qu'au niveau du talent, j'avais le talent pour me rendre parce qu'il y a plein de joueurs qui se sont rendus là, qui avaient des moins bonnes performances que moi et tout ça. Mais les blessures m'ont énormément ralenti tout au cours de mon junior. J'ai eu 3 opérations graves, une déchirure complète de l'aine. J'ai eu une opération aussi au pied. J'avais un gros problème avec mes pieds. Ça m'a ralenti beaucoup. Puis quand je suis arrivé à 20 ans, mon année où j'allais passer chez les pros, c'est là que j'ai eu une déchirure de laine. J'ai manqué une saison complète, mon année de 20 ans. Et puis là, j'ai eu la brillante idée de me dire, bon, ben là, maintenant, je suis joueur autonome. J'ai été invité au camp des sénateurs d'Ottawa comme joueur autonome, pas de contrat. J'ai dit, pour me démarquer, je vais me battre. Je vais jouer physique, je vais être une peste. Je vais brasser tout le monde. Je vais tellement brasser, parce que moi, j'avais pas peur de ça. Ouais. Junior, je me battais pas beaucoup. Mais quand ça donnait, j'étais bon, j'avais fait des sports de combat dans ma jeunesse, puis ça me dérangeait pas. Moi, me battre, c'était pas. Puis je me disais, si je peux gagner des millions, parce que je suis un pas pire joueur de hockey, mais que je me bats, regarde, je me battrai, puis c'est pas plus grave que ça. Là. D'ailleurs, j'ai le nez croche un peu aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est dû à le nombre de coups de poing du côté droit que j'ai mangé, que mon nez m'a gagné un peu. Et puis, bref, là, c'est ça. Je me suis promené dans les mineurs. Pendant 4 ans, j'ai joué 4 ans dans les ligues mineures. C'était tough parce que je jouais physique, puis il y avait beaucoup de bagarres, puis c'était des ligues, la West Coast, la United Hockey League, la Western Hockey League. Écoute, je les ai toutes faites. Je me promenais d'une équipe à l'autre. Puis entre-temps, j'avais commencé à jouer de la musique dans un bar. Puis là, je me disais, OK, soit je continue à me faire déboîter le nez, manger des coups de bâton dans la face, des cross-checks d'un côte par des gars de 6 pieds 4, 220 livres, ou je gagne ma vie comme j'avais commencé à faire dans une boîte à chansons, dans un bar, tu sais, à jouer de la musique, chanter, prendre un petit verre, il y a plein de monde sur le party, il y a des filles, on est dans un bar, on s'amuse. Fait que là, je te laisse, tu sais, comme penser qu'est-ce qui était mon option la plus fun. Écoute, si j'avais fait des millions, j'aurais probablement continué. Si j'avais atteint la Ligue nationale, mais là, je trouvais que ça s'en allait nulle part. Puis à un moment donné, ma passion pour la musique était tellement rendue grande que j'ai dit, garde, moi, j'abandonne tout ça, puis mon prochain rêve, je veux devenir chanteur. Puis heureusement, ça a été une bonne décision. Ouais, ben, ça a été une excellente décision. Quand même, si je m'apprêtais à te poser cette question-là, mais tu as un peu déjà répondu. Ta transition vers la musique, fait que, tu sais, dans un sens, pour toi, tu t'es réalisé que tu aimais peut-être mieux la vie de party que la vie de hockey, on peut dire. Mais est-ce que, justement, avant que tu prennes la décision de commencer à te concentrer sur ta musique, tu avais déjà écrit des chansons, tu avais commencé un peu à jouer avec ta gang de hockey? Tu sais, on sait que Bob Bissonnette était réputé quand il jouait dans le junior pour sortir sa guitare autour d'un feu avec les gars de l'équipe de hockey puis jouer. Ou tu gardais plus ça avec tes amis proches, mais tu n'avais jamais vraiment montré ça à d'autres gens?
Ben, contrairement à Bob Bissonnette, qui lui avait peut-être un répertoire pour jouer autour d'un feu avec sa gang de hockey, moi, j'étais Ouais. un gars, j'ai écrit des chansons plus à texte, j'étais plus un gars très Lover. poétique, un peu plus lover, Ouais. effectivement. Mes influences, c'était plus de la grande puis de la belle chanson française. Fait que moi, c'était le contraire de Bob Bissonnette. Moi, je cachais le fait que je jouais de la musique. J'avais une petite guitare de voyage, puis j'avais un sac de trans. Tu sais, les sacs de gym un peu carrés, là, fait sur le long. Ouais. Fait que ma petite guitare de voyage, le body, le corps de la guitare, je le rentrais dans le sac et le bout de guitare qui dépassait le manche, je le mettais dans mon oreiller. Parce que, tu sais, les gars de hockey, on traîne tout le temps nos oreillers dans l'autobus. Fait que je mettais ça. Fait que les gens, personne ne voyait, j'avais mon sac sous l'épaule, la moitié de la guitare était dans le sac, puis l'autre petit bout qui dépassait était dans l'oreiller parce que c'était mal vu d'être impliqué dans la musique. Moi, j'avais des bands aussi quand j'étais pro. J'ai joué au hockey dans la West Coast Hockey League à Long Beach, en banlieue de Los Angeles. J'avais des bands, tu sais, puis je sais que le coach n'aimait pas ça parce qu'après les games le soir, tu sais, moi, j'arrivais le premier aux pratiques, je partais le dernier, je travaillais fort, j'étais dans le gym, je faisais mes entraînements. Mais le soir, des fois, j'allais jouer avec mon band, puis je faisais des bars, puis je jouais. Puis je sais que c'était pas bien vu dans le hockey. Fait que, puis même dans le junior, je te dirais, moi, les gars s'assoyaient en arrière, ils jouaient aux cartes, dans le temps, c'était le Game Boy là, qui était populaire. On avait des vieux Game Boy de Nintendo, je pense, qui faisaient ça. Les gars, ils jouaient aux cartes, tout ça. Puis moi, j'étais tout le temps en avant, puis je lisais. Je lisais beaucoup, j'aimais lire, je lisais de la poésie, puis j'écrivais beaucoup aussi de poésie. Puis ça, honnêtement, quand tu es un joueur de hockey junior, c'est pas l'affaire la plus cool au monde. De lire de la poésie puis d'écrire. Fait que je te dirais que j'en parlais pas, je gardais ça pas mal pour moi, parce que ça me tentait pas de me faire écœurer avec ça. Fait que contrairement à Bob Bissonnette, je partageais pas beaucoup mon trip musique avec mes chums, je te dirais. OK, c'est bon ça. D'ailleurs, tu as réussi à te faire connaître au niveau plus de la musique avec Star Academy, d'ailleurs, qui est revenu cet hiver après presque 9 ans d'absence. Parle-moi un peu de cette aventure-là. Comment est-ce que justement ça a un peu débuté ta carrière musicale pour te faire connaître autant au Québec? Comment est-ce que tu as vécu ça, cette expérience-là? Je pense, si je me mêle pas, j'avais entendu dire que tu l'avais remporté même? Non. Non, c'est tout Ah, au contraire. Écoute, j'ai été le premier éliminé. Ah, OK. J'avais mal compris. T'as des mauvaises sources, Thomas. Ouais, c'est ça. On va falloir que tu congédies ta recherchiste. Wikipédia m'a pas donné des bons infos. On va parler à Wikipédia. Non, écoute, ça, j'aime ça que tu soulignes ça parce que, tu vois, j'ai été le tout premier éliminé de mon année. On était 14, j'ai même pas eu le temps de défaire mes valises. Je suis arrivé, le lendemain, ils faisaient les évaluations. Écoute, ma valise, c'était même pas défaite. L'après-midi, on chante nos tunes, puis ils disent, bon, les 3 gars en danger, parce que dans ce temps-là, c'était gars, filles, gars, filles. Et ils me disent, t'es en danger. Je suis comme, OK, ben ça se peut, je parte la semaine prochaine, je ne ferai pas mes valises pour rien. Fait que j'ai même pas eu le temps de défaire ma valise, puis moi, je sortais du hockey, tu sais, j'étais un joueur de hockey, j'étais le plus vieux, j'avais 26 ans. Fait que j'étais confiant. Puis les gars de hockey, souvent, on est un peu coq, tu sais, dans le... Arrogant. Et dans le hockey, il faut que tu sois sûr de toi. Sinon, tu te fais manger à laine sur dos. Moi, je sors du hockey, ça faisait à peine 2 ans, 2 ans et demi que j'avais joué professionnel. Fait que moi, m'en aller dans le milieu de la musique, ça m'intimidait pas de chanter devant 500 personnes. J'avais fait beaucoup de bars. Fait que moi, je suis arrivé là un peu frondeur, fonceur, avec mon assurance de gars de 25 ans qui était bâti comme un joueur de hockey, alors que dans ce concept-là, les jeunes étaient un peu plus timides, réservés. Fait que moi, ça avait plus ou moins bien passé ce côté-là d'être un peu sûr de moi, tu sais. Mais dans le milieu de la musique, comme je vous disais tantôt, c'est super important de foncer, puis de ne pas avoir peur, puis d'être sûr de toi, parce que c'est un milieu tellement difficile, il y a tellement de talent que si tu fonces pas, puis tu bûches pas plus que les autres, ben je m'excuse, tu vas t'effacer rapidement, tu sais. Alors, ben c'est ça. Je suis arrivé à Star Academy, moi, 2 ans et demi. J'ai fait 2 ans et demi dans les bars. J'ai lâché le hockey, j'avais 24 ans. J'ai fait 2 ans et demi temps plein dans les bars. Je chantais 5, 6, 7 soirs semaine. Puis à un moment donné, les auditions sont arrivées. Puis j'ai dit, hey, j'y vais, je tente ma chance. Puis je te dirais qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose de gros dans ma vie, je le savais que ça allait marcher. Je ne sais pas si je le visualise ou si je l'attire, mais avant de partir à Starac, j'ai dit, ils vont me prendre. Je m'en vais là. J'habitais à côté de chez ma mère à Québec. J'ai dit à ma mère avant de partir, j'ai dit, je te le dis, là, écoute bien ce que je te dis, j'auditionne, puis cette année, c'est mon année, ils vont me prendre. On dirait que quand tu es sûr de toi, puis tu visualises, puis tu fonces, souvent les choses se produisent un peu comme quand j'ai été repêché. On dirait que ça m'est arrivé ce genre de synchronicité-là dans ma vie. Fait que ça a commencé comme ça, puis 17 ans plus tard, ben, 8 albums plus tard, je suis encore là, puis je gagne bien ma vie avec ça, donc je suis très choyé.
8 albums quand même, c'est à souligner. C'est pas tous les artistes après Star Academy qui continuent malheureusement. Mais tu sais quand même que tu été le premier éliminé, comme tu dis, puis d'avoir autant percé, ben, c'est très bon. Félicitations à toi d'ailleurs. Mais c'est quoi, selon toi, qui a fait en sorte que ta musique a autant percé une fois Star Academy terminée? Parce que tu sais, comme je viens de dire, des fois, il y en a qui sont super populaires, qui vont gagner, mais un an ou deux après, ben, malheureusement, on les entend plus, ils ont arrêté la musique. Qu'est-ce que selon toi, ça a permis, qu'est-ce qui a permis ton succès à devenir autant populaire au Québec? Ben, moi, je savais consciemment que pendant Star Academy, que c'était un concept, on était 14. Puis que si tu me prenais moi, puis tu m'enlevais, puis t'en mettais un autre, le monde, il tripait autant. Là. Le monde, il tripait pas parce que c'était moi qui étais là. Fait que moi, je m'étais dit, quand je sors de Star Academy, je suis pas devenu une vedette. Là. Je suis pas devenu quelqu'un parce que j'ai fait Star Academy. Là, c'est juste, j'ai juste été à la télé, puis je suis populaire parce que je fais partie d'un concept. Le vrai travail, il commence après. Puis si je pour réussir ma carrière, c'est parce que je vais écrire des bonnes chansons, puis que je vais chanter des chansons à moi que les gens vont aimer, puis ils vont aimer mes prestations. Donc, je suis sorti de là, puis j'ai été travailler, j'ai été écrire des chansons, j'ai mis du temps, j'ai été en studio, j'ai investi dans des démos. Je pense que ce qui a fait de la différence dans mon cas, c'est que j'étais un auteur-compositeur et que j'ai écrit mes propres chansons et que les gens ont aimé mes chansons. Mon premier hit, mon premier numéro 1 en carrière, c'est une chanson qui s'appelle « Je l'ai jamais dit à personne ». Quand je suis sorti de Star Academy, autant les gens de Production J qui produisaient l'équipe de Julie Schneider que Musicor, qui était la compagnie de disques de Québecor, la grosse boîte Québecor de Pierre Calpelado. Moi, je suis allé leur présenter mon démo avec 14 chansons en acoustique et la première chanson qu'il y avait sur le CD à l'époque, c'était la tune dont je vous parlais. Je suis allé leur présenter ça puis ils m'ont dit, ça je ne l'ai pas raconté souvent, ils m'ont dit « Étienne, on ne peut pas faire un album avec toi parce que malheureusement, tu n'as pas de hit sur ton album. » Fait que, tu sais, ça, là, ça fesse, là, ça rentre comme un couteau. Puis j'ai dit, quoi? J'ai pas de hit sur mon album. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout mon argent, j'étais allé faire de la tournée des festivals, j'ai ramassé mon argent et 2 ans plus tard, j'ai dit, je vais produire moi-même mon album, je l'ai lancé. Puis 2 ans après ça, j'ai eu une nomination à la disque, chanson de l'année, avec la chanson Je l'ai jamais dit à personne. La même chanson qu'on m'avait dit, t'as pas de hit sur cet album-là, tu comprends? Fait que ça, c'est un petit peu peut-être le côté joueur de hockey fonceur que dans le show business, c'est dur. Là. Je te dirais que tu as 99 non pour avoir un oui. Faut que tu défonces 9 portes pour qu'il y en ait une finalement qui se rouvre. Tu sais, c'est très difficile au début quand tu commences. Il faut que tu bûches. Ben, en fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, je pense, il faut travailler fort, il faut bûcher. Puis ça, probablement que ce côté-là me vient du hockey, je pense. Good. T'en as parlé un peu, là, tu dis que tu as comme été refusé par Musicor. Fait que là, ça fait en sorte que tu es autoproducteur pour ta carrière. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que tu n'as pas de compagnie de disques qui paye tout pour toi. Puis ça coûte extrêmement cher à produire un album. Aujourd'hui, c'est moins pire parce que tout le monde, avec un Mac, avec GarageBand, avec plein de logiciels, s'est rendu que la musique est très démocratisée. Tout le monde, à peu près, peut faire un album avec un bon micro dans sa salle de bain, dans une pièce fermée. À l'époque, si tu n'avais pas un vrai studio, les ordinateurs et les techniques n'étaient pas assez avancées, tu ne pouvais pas enregistrer toi-même un album. Fait qu'il fallait que tout tu payes. Un album, ça peut coûter entre 30 à 50 000 juste à produire, le studio, les musiciens. Puis là, tu n'as pas investi un sou en publicité. Fait que si tu veux être compétitif, on parle de 60, 70, 80 000 d'investis. Fait que ça, il n'y a pas un artiste qui a les moyens de payer ça quand il commence. Fait que les artistes, ils travaillent avec une compagnie de disques qui paye tout pour eux, mais leurs propres chansons ne leur appartiennent pas parce que c'est pas eux autres qui ont payé. Fait que moi, dès le début, il y a 17 ans, j'ai tout payé moi-même, j'ai investi. Mon 3e album, j'avais des difficultés financières, j'ai hypothéqué ma maison. J'ai pris tout l'argent que j'avais mis sur ma maison en 6-7 ans et je l'ai tout investi dans mon album. Si mon album avait fait patate, j'aurais perdu ma maison, j'aurais perdu tout mon argent. T'sais. Puis heureusement, ça a été mon album qui a le plus marché. J'ai une chanson là-dessus qui s'appelle « T'es ma femme, t'es la plus belle » qui a 15 millions de views un peu partout sur YouTube. Fait que tu sais, ça, c'est un exemple de risque que j'ai pris dans ma carrière, de croire en moi, de prendre ces risques-là. Tu sais, comme quand tu es un entrepreneur, tu es ton propre producteur ou un entrepreneur dans la vie, il faut que tu prennes des risques. Moi, je les ai pris, puis heureusement, ça s'est bien passé pour moi. Good. Tu as une grosse carrière, tu es comme mentionné dans l'intro, 7 numéros 1, 8 albums. À ton avis, prenons toute cette grosse carrière-là. À ton avis, si tu avais à nommer un meilleur moment de ta carrière, que ce soit dans un spectacle, que ce soit une marque que tu as atteint, ça serait quoi? C'est une très bonne question. Je vais me rappeler toute ma vie de mon premier numéro 1, parce qu'un premier numéro 1 à la radio, c'est assez spécial là, quand j'ai entendu. Puis à l'époque, il y avait un chanteur qui était très populaire qui s'appelle Garou, qui venait juste d'être signé par René Angélil, qui était le Céline Dion masculin.
Puis en plus, moi, je l'aimais beaucoup. Puis le premier numéro 1 que j'ai eu à la radio, c'est lui qui était numéro 1 la semaine d'avant. Puis tu l'as dépassé. Oh. Je l'ai battu. Puis là, je Aïe, aïe. me rappelle comme c'était hier, je suis dans ma voiture, puis j'entends après la pause, on saura si Garou garde le numéro 1. Puis moi, j'ai pas encore entendu ma tune. Puis la semaine d'avant, elle était troisième, quatrième. Fait que là, je dis, mon Dieu, que c'est ça, je suis numéro 1. Fait que j'attends, je me rappelle pas où j'en allais. Puis là, je reviens, là, après la pause, ils reviennent, puis ils disent, alors cette semaine, le numéro 2, Garou, parce que nous avons un nouveau numéro 1, c'est Étienne Drapeau qui est numéro 1, avec je ne l'ai jamais dit à personne, ou, mon premier hit. Fait que ça, c'est sûr que c'est un gros accomplissement, ton premier numéro. C'est un peu toutes tes premières, ton premier numéro 1, ta première grosse première de spectacle à Montréal, la première fois que tu fais, par exemple, le Théâtre Saint-Denis, ton premier festival d'été de Québec avec Star Academy devant 75 000 personnes. Mais la question, c'était si j'en ai un. Fait que là, je t'en nomme plein. Parce que j'ai fait l'Olympia de Paris avec Linda Lemay. J'ai fait une comédie musicale. Tu sais, des gros moments, j'en ai eu tellement. Mais est-ce qu'il y en a un parmi tout ça qui ressort plus que les autres? Je pense que c'est un ensemble. Je pense que le plus beau privilège, c'est de pouvoir vivre de ça et d'avoir une carrière qui dure. Ça, c'est le plus beau privilège de tous les privilèges, je pense. Good, c'est ça. J'en demandais un, mais c'est bien parfait si t'en nommes à la tonne parce que c'est toujours mieux. Je te dirais en particulier, je pense, qui me revient plus que les autres, tellement mais je suis un gars qui apprécie beaucoup la vie puis toutes les petites choses, puis je suis dans la gratitude beaucoup. Fait que j'apprécie tellement tout que ça me serait comme me demander de choisir lequel de mes enfants j'aime le plus si j'en avais. Good. Prochaine question. Parlons là, de l'album Fiesta, parce que c'est un album là, qui se démarque des autres par le fait qu'il est entièrement en espagnol. D'ailleurs, dans cet album, si j'ai bien compris, c'est tu as traduit certaines de tes chansons en espagnol pour les refaire et tu as pris des chansons qui existaient déjà. Donc, j'ai vu hier sur Apple Music, entre autres, la tune qu'on a beaucoup trop entendue, Despacito. D'où vient ce désir là, de chanter en espagnol pour toi, un chanteur québécois? Écoute, moi, j'étais un gars de hockey, fait que la danse là, dans ma vie, là, puis la culture latine, la salsa, bachata, merengue, toutes les choses de dérangement, on s'entend-tu qu'au Québec, les gars, nos hanches, on bouge pas trop ça? Ouais, c'est vrai. Hein? Je sais pas vous autres si vous avez déjà dansé ça, la bachata, la salsa, merengue. Non, jamais. Tant que ça, non. Jamais, non, Thomas non plus. T'es pas un danseur, Thomas? Je suis pas vraiment danseur dans l'âme, disons que non, j'ai pas ça au fond de moi. Tu vois, je te dirais que la plupart des gars au Québec ont un pas mal comme ça. On n'a pas ça dans notre ADN. Puis j'étais comme ça moi aussi, puis j'avais jamais prononcé un mot d'espagnol, aller jusqu'à 32-33 ans. J'avais jamais mis un pied devant l'autre au niveau de la danse. Et là, un jour, on est allé tourner un vidéoclip qui s'appelle « Je suis amoureux », une belle balade de mon 4e album. Puis il y a quelqu'un dans l'équipe de prod qui disait « Hey, ça serait cool de faire changement, qu'on aille filmer ça dans une place exotique, comme si tu tombes en amour d'une fille ailleurs. » Puis lui, il connaissait un petit coin de paradis qui s'appelle Rio San Juan, un petit village en République dominicaine, loin des resorts. Puis là, j'ai vraiment vécu avec les gens, j'ai découvert la culture, la musique, la danse. J'ai dit, OK, moi, je veux parler espagnol, je vais chanter en espagnol partout dans le monde, je vais apprendre à danser. Je voyais les Dominicains danser, faire danser les filles, il y avait du fun, puis moi, j'étais là à côté de même, pas être capable de mettre un pied devant l'autre, ça me faisait, ça me faisait suer, disons-le poliment, de ne pas être capable. Tu sais, quand tu regardes de quoi de cool, puis tu n'es pas capable, moi, j'ai ça. J'ai ça, fait que je me dis non, moi, je vais prendre 2, puis 4 heures, puis 6 heures de cours d'espagnol ou de danse par semaine. Puis un jour, je vais chanter en espagnol. Fait que ça a pris 2 ans pour moi à apprendre l'espagnol, pour le parler presque parfaitement, pour apprendre des cours de danse. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai pris mes 6 ou 7 chansons qui avaient eu le plus de succès au Québec. Je les ai transformées en espagnol, je les ai transformées en rythme latin. Puis j'ai rajouté à ça 4 grands covers, 4 grands classiques de la musique latine, dont Despacito, dont Bailando, une couple de tunes très connues dans le milieu latin. Ouais. Puis j'ai eu la chance de faire quelque chose à Cuba, en République dominicaine, en Argentine. Okay. Fait que ça a vraiment été un beau trip dans ma vie que je ne m'attendais pas. Il y a eu des choses comme ça dans ma vie. À 18 ans, si tu m'avais dit que j'allais devenir chanteur, j'aurais jamais cru. Puis à 30 ans, si tu m'avais dit qu'un jour je chanterais en espagnol puis je danserais, j'y aurais jamais cru non plus. Comme quoi, des fois, il faut faire la confiance à la vie parce que la vie t'amène à bien des endroits que tu t'attends pas finalement. Donc, tu as fait des shows avec cet album-là, justement, dans des places sud-américaines, mais oui, au Canada, il a gagné un Canada Latin Award. Ça, c'est quand même, félicitations, c'est hot. Puis, mais est-ce que l'album a connu beaucoup de succès, justement, dans ces places-là? Est-ce que tu faisais des shows, mais est-ce que également au niveau des ventes, au niveau des radios, tes tunes y jouaient, même en Amérique du Sud? J'ai lancé une tune en République dominicaine.
Jouer là-bas, je l'ai entendu à quelques reprises quand moi je vivais là-bas. J'ai été 3 mois, je me suis loué un appartement à Santo Domingo, la capitale, et j'ai fait le tour de toutes les émissions de télévision. J'ai lancé une tune là-bas qui était la version espagnole de T'es ma femme, t'es la plus belle, qui s'appelait Eres mi reina. Je l'ai entendu beaucoup à la radio et à un certain moment, tu sais, sur Spotify, tu vois quelles villes sont tes auditeurs. Ouais. Donc, j'avais, je pense, Montréal, Québec et la troisième, c'était pendant que j'étais là-bas, c'était Santo Domingo. Ah, Fait que je c'est voyais qu'il y avait beaucoup de gens à Santo Domingo, à la capitale, qui m'écoutaient. Là, ça a diminué un petit peu depuis. J'ai pas pu y retourner, ça fait un bon moment. ouais. Mais à ce moment-là, je te dirais, je faisais aussi beaucoup de grosses émissions de télévision là-bas. Les gens me reconnaissaient dans la rue. Écoute, c'était comme si une fin de semaine, je faisais tout le monde en parle, puis ça finit bien la semaine. Fait qu'il y avait des millions de gens qui écoutaient ça. Puis ça m'est arrivé de me promener dans les fêtes, dans l'autobus, dans le supermarché, puis les gens me regardaient, puis me pointaient du doigt, puis j'étais comme, OK, j'étais en République dominicaine, là, c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui me regarde. Je dis, ça doit être dans ma tête. Puis là, les gens venaient me voir et disaient, Hey, je peux-tu prendre une photo avec toi? Je t'ai vu hier à telle émission. Puis, hey, t'es le gars qui chante la bachata, le Canadien. Puis, écoute, c'était spécial de devenir comme quelqu'un de connu ou reconnu dans un pays tellement loin du nôtre. Mais, fait que ça aussi, ça a été dans les belles expériences dans ma vie. Good. C'est quand même pas pire, je veux dire, être allé jouer là-bas, puis d'être connu. Tu dis que tu adores la République dominicaine, c'est pas prévu du tout dans nos questions, mais est-ce que ça pourrait être comme un projet retraite? Tu sais, beaucoup de Québécois vont en Floride une fois qu'ils sont, on les appelle nos snowbirds, ils quittent le Québec en hiver puis ils reviennent. Est-ce que ça pourrait t'intéresser un jour d'aller un petit peu plus longtemps en République dominicaine, passer, mettons, je sais pas, 3-4 mois par année? Absolument. Écoute, tu lis dans mes pensées. Mon rêve, ce serait de... Parce que dans le petit village dont je vous parlais, Rio San Juan, il y a un développement immobilier super intéressant. C'est un Québécois qui vit là-bas, puis qui construit des petites maisons et des condos avec des piscines et tout ça à quelques minutes d'une plage absolument magnifique. Et ce ne sont que des Québécois qui achètent là-bas. Fait qu'ils sont moins OK. snowbirds parce qu'ils sont un peu moins vieux. C'est toute une gang de parents qui ont des enfants jeunes, mais c'est toute une belle communauté qui se développe. Donc, moi, mon rêve, ce serait d'avoir ma petite maison là-bas, sur le bord de la mer, et de peut-être construire un genre de petit hôtel ou salle de spectacle là-bas. Ou un peu comme en Floride, il y a beaucoup de Québécois, il y avait une salle de spectacle qui faisait venir des chanteurs québécois. Donc, dans mes vieux jours, d'avoir ma maison sur le bord de la mer, de boire mon petit drink des tropiques, puis de faire de la musique là-bas, c'est sûr que ça serait la fin de carrière rêvée. De toute façon, au Québec, le décembre, janvier, il ne se passe pas grand-chose. Fait que 2 mois par année, là, je pourrais aller vivre sur le bord de la mer sans problème. Mais C'est bon. t'as dit le mot retraite. Je pense que les artistes connaissent pas ça, le mot retraite. Fait que. Ben, écoute, Charles Aznavour a chanté jusqu'à 90 ans. Ouais. Jean-Pierre Ferland, à 80, il chante encore. Patrick Ouais. Normand, 78, il chante encore. Mm. Ouais. C'est ça qui est le fun comparativement à la carrière de hockey. Ben, Quand c'est ça, tu ça fais de la arrête jeune. musique, Hey, les joueurs de hockey finissent en moyenne 32, 33, max Ouais. 35 dans la norme. Fait que, tu sais, au moins, avec ce métier-là, tu peux faire ce métier-là presque toute ta vie. Mais oui. ouais, c'est vrai, exactement. C'est vrai, ça, Charles, par contre, que c'est rare que les artistes prennent une retraite. Bon, il y en a, mais on dirait que c'est de moins en moins courant de nos Ouais. jours. C'est sûrement une passion, puis tant mieux pour ça, si le monde aime ça. D'ailleurs, ça fait un an, on fait juste parler de ça, la fameuse pandémie de la COVID-19. On a pu s'en sortir un peu de la tête depuis le dernier 30 minutes qu'on discute, mais comment est-ce que toi, tu as réussi à t'adapter à cette situation-là, à un peu te réinventer? Parce que quand même, pour un artiste, ça n'a pas été facile la dernière année, là. Ça n'a pas été facile la dernière année, ça ne l'est pas encore, je te dirais. Moi, je trouve la période actuelle peut-être un peu plus dure que tout le début, toute la pandémie pour Ouais. moi ne m'avait pas affecté ou pratiquement pas. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé un rêve. Moi, quand j'étais un gars positif, puis je transforme n'importe quel élément négatif dans ma vie, je trouve une façon de le revirer de bord et de le transformer en positif. Ouais. Alors, quand la pandémie a frappé, moi, j'avais un rêve depuis 15 ans, 20 ans, c'était d'écrire un livre. Ouais. Alors, OK. quand Tout à tous fait. mes shows, j'avais une trentaine de shows de festival l'été passé, puis l'été, bon, c'est les shows les plus payants parce qu'il y a le plus de monde. C'est plus Ouais. payant que les... Et c'est le rêve parce que là, tu te promènes en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rivière-du-Loup, Rimouski, tu es accueilli dans les plus beaux hôtels, tu es accueilli dans les restaurants, les gens sont contents. Fait que tu te fais payer des vacances pour faire le tour du Québec, mais en plus, tu es accueilli comme un roi, tu manges comme un roi, tu visites tous les plus beaux coins du Québec. Fait que tout le C'est monde, hot. tous les artistes trippent à faire des festivals. T'as ta loge avant le show, ils te louent une espèce de Winnebago, c'est plein de bouffe, d'alcool là-dedans. Écoute, t'es traité comme un roi. Donc, moi, je perds mes 30 shows, je perds tout mon salaire de l'année. Mais je me dis, garde, c'est pas grave, ça va juste être remis à l'été prochain, ça ne durera pas un an et demi, la pandémie, tu sais. Fait que moi, je me dis, je vais réaliser mon rêve, je vais écrire un livre. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Faire le choix du bonheur, trucs et conseils pratiques pour être heureux, dans lequel je raconte toute ma philosophie de vie, axée sur le bonheur, la gratitude, la pensée positive, puis je donne tous mes trucs aux gens, tout ce qui m'a servi dans ma vie, moi,
pour être heureux puis connaître du succès puis réaliser mes rêves. Puis le livre a bien marché. On est rendu à presque 6000 copies vendues. Donc, ça, c'est bien intéressant. Donc, moi, pendant 6 mois, j'ai écrit un livre sur le bonheur. À tous les jours, j'écrivais sur le bonheur, puis sur toutes les façons, tous les trucs, les choses qu'on peut faire dans la vie pour passer à travers des moments difficiles. Donc, j'utilisais mes propres trucs jusqu'à un certain point, tu sais. Mais là, après 1 an, après tout ce temps-là, là, on est en train d'annuler tous mes shows pour l'été qui s'en vient. Là, on s'est fait annuler les 2 fêtes nationales, on se fait annuler les festivals. Fait que je t'avouerai que ces temps-ci, il faut que je travaille fort en tabarouette pour rester positif, puis pas déprimer un peu, là, puis perdre le moral, parce que ça serait facile de se décourager. Mais je pense qu'il faut justement, c'est dans des moments comme ça qu'il faut travailler fort, puis 2 fois plus fort pour essayer de rester heureux puis de trouver son bonheur à l'intérieur de soi quand on perd beaucoup comme ça. Mais c'est la vie, puis il faut trouver un moyen de passer à travers tout ça. Ouais, c'est vrai, le livre qui est devenu best-seller, si je me trompe pas. Fait que, Ouais. non, ça l'a connu. Peu importe ce que tu touches, ça se transforme en succès. C'est hot. Le Pont, ton plus récent album, est disponible depuis le 19 mars. C'est un album folk pop qui a produit 2 chansons numéro 1 aux ventes. Parle-nous un peu là, de cet album-là. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est mon 8e album en carrière. Je le considère comme mon meilleur album. Mon meilleur avant ça, je considérais que c'était le 3e, celui dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai hypothéqué ma maison pour le faire, sur lequel il y avait ma grosse chanson. Mais celui-là, c'est le pont parce que ça fait le lien entre l'Étienne Drapeau du passé et celui d'aujourd'hui. Tu sais. Okay. Quand j'ai commencé ma carrière, les ballades, guitare-voix, piano-voix, pas trop d'arrangements, assez dépouillés, c'était très populaire. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de ballades qui jouent à la radio, le son a changé, les tunes sont très électro. Mon but avec cet album-là, c'est de faire en sorte que les gens qui m'aimaient, qui ont mon âge ou qui étaient déjà adultes quand ils m'ont connu, puis qui aujourd'hui sont, mettons, un petit peu plus vieux, continuent d'aimer ce que je fais, mais je voulais que des gars ou des gens de votre âge puissent écouter cet album-là puis trouver que ça quand même cool. Je sais que mon public cible, c'est pas des gens de 19, 20 ans ou 22 ans, mais je voulais quand même que mes chansons puissent rejoindre ces gens-là. Donc, j'ai complètement renouvelé mon son, les arrangements. J'ai fait des tunes beaucoup plus up-tempo, moins de ballades. Puis c'est cool parce que j'ai des jeunes qui m'écrivent de plus en plus, qui m'ajoutent sur mon Instagram, qui me parlent, qui me disent qu'ils ont écouté l'album, ils ont aimé telle ou telle tune. Fait que ça, je te dirais que pour moi, ça, c'était quelque chose de bien important. Puis c'était une belle fierté de voir que mon public se renouvelle, puis qu'il y a toutes sortes de monde qui découvre ma musique. Puis tu vois, regarde, aujourd'hui, je vous parle à vous autres, des gars beaucoup plus jeunes que moi. Puis je me dis, c'est quand même cool que je réussis à vous intéresser assez quand même pour que vous m'invitiez à votre podcast. C'est hot. Ben oui, évidemment. D'ailleurs, dis-nous, qu'est-ce qui t'attend pour le futur? Bon, tu l'as dit, malheureusement, pour cet été, ça ne sera pas super bon pour tout ce qui est festival. Partir en tournée aussi, je suis pas sûr que... Tu sais, d'habitude, vous êtes pas mal setés quand on est au mois d'avril pour les tournées. Mais qu'est-ce qui va t'attendre? Est-ce qu'il y a peut-être un prochain album, des collaborations? Je ne sais pas. Écoute, là, j'ai développé un projet qui s'appelle les Mercredis Musique parce que, bon, il n'y a pas de spectacle. Donc, j'ai transformé mon sous-sol. J'ai pris la moitié de mon salon. On a vendu la moitié du divan parce que j'avais un immense divan sectionnel qui pouvait asseoir 15 personnes, puis on est 2, fait que c'était ridicule. Fait qu'on a pris la moitié du divan, on l'a vendu sur Kijiji, on a gardé un coin du salon et le reste du salon, on l'a tout peinturé en blanc pour faire une espèce de studio télévisuel. Et là, tous les mercredis soirs, je vends ça 9,99 pour 4 spectacles par mois. Les gens, ça fait 2,50 par spectacle. Donc, à tous les mercredis, je me produis chez moi, je fais un spectacle en direct de mon petit studio. C'est la façon que j'ai trouvé de me garder actif, de continuer à faire des spectacles. On a entre 100 et 150 personnes qui nous rejoignent à chaque spectacle. Donc ça, c'est cool. Les festivals, les 2 fêtes nationales que j'avais 23-24 juin se sont transformés en virtuels. Plusieurs cancels. Il y en a qui ont cancellé, qui ont remis à l'autre été encore. Fait que je te dirais, c'est pour ça que je te disais tantôt que là, c'est vraiment, ça commence à être long. Tu sais, à un moment donné, là, 1 an et 2 mois, là, puis là, ils continuent de canceller. Fait que, tu sais, il y a eu un sondage de l'Union des artistes récemment qui a dit qu'il y a 40% des artistes qui pensent à changer d'emploi. Moi, j'en suis pas rendu là, mais je peux comprendre qu'après tout ce temps-là, puis là, il n'y a plus d'aide financière, qu'il y ait des gens qui trouvent ça difficile. Mais une chose qui me passionne présentement, sur laquelle je me suis reviré, c'est ma conférence. Là, avec le livre Faire le choix du bonheur, j'ai écrit une conférence, j'en ai donné une jusqu'à présent qui a super bien été. J'ai adoré cette expérience-là de pouvoir raconter toute ma philosophie de vie à travers la parole. Parce que dans le livre, bon, c'est à l'écrit et là, je transforme ça en conférence pour amener de la valeur aux gens, pour
leur faire du bien en quelque sorte. On est dans une période où c'est vraiment difficile, puis les gens ont besoin de bonheur, puis ont besoin un petit peu d'outils pour voir la vie du bon côté, puis se sortir d'une période difficile. Et c'est ce que j'amène avec cette conférence-là. Donc, je vais peut-être dans les prochains mois commencer à travailler plus sur ma conférence et essayer de donner cette conférence-là peut-être virtuelle un peu partout à travers le Québec. Non, c'est hot. En terminant, si tu pouvais faire une collaboration, une chanson avec n'importe quel chanteur, chanteuse ou groupe, peu importe la provenance, que ce soit Québec, Europe, Amérique du Sud, peu importe l'époque, ça serait qui? C'est une très bonne question. J'y avais jamais réfléchi. Moi, c'est sûr que toute ma jeunesse, la plus grande star mondiale dont on est le plus fier ici au Québec, c'était Céline Dion. Là. Tu sais, Céline, Ouais. c'est la grande. Là. N'importe qui a Ouais. la chance de chanter avec Céline, c'est une icône. Là. Ça serait peut-être ma première réponse comme ça. Mais sinon, tous les grands poètes et chansonniers québécois, tu sais, comme des Félix Leclerc, tu sais, le père de la chanson québécoise, à pouvoir tu sais, au-delà de faire une tonne avec lui, pouvoir avoir pu rencontrer ce grand bonhomme-là, m'asseoir avec lui, il avait sa maison à l'île d'Orléans, là, avoir pu aller m'asseour avec ma guitare sur le bord de l'eau à l'île d'Orléans avec Félix Leclerc, ça aurait été C'est hot. quand même cool. Fait que Ouais. peut-être soit Céline ou Félix Leclerc. OK. Puis, je sais que tu veux percer un peu dans le marché latino. Je sais pas si tu connais les Bad Bunny, les J Balvin de ce monde. Est-ce que ça se pourrait peut-être un jour? Écoute, j'ai lancé une chanson juste avant la pandémie. C'est mon plus grand regret de la pandémie parce que j'ai lancé une chanson aux États-Unis euh, OK. en espagnol. Je m'en allais attaquer le marché des États-Unis où il y a 50 000 hispanophones. Et la chanson était en 60e position du top 100 aux États-Unis au moment où la pandémie a frappé. Je m'en allais à OK. Miami faire une tournée de promo. Et j'étais dans le palmarès. Là, il y avait, tu me parles de Bad Bunny puis Ouais. J Balvin. Et j'étais comme une ou deux positions avant Bad Bunny là, qui venait de sortir une Ouais. tune. C'est drôle parce que je regardais le palmarès, puis c'est sûr qu'il y en avait 60 avant moi, mais Ah il ouais. y avait plein de noms, là, comme il y avait Luis Fonsi qui a fait Despacito, qui avait Ah sorti ouais. une chanson qui était en arrière de moi, puis j'ai été en avant d'une coupe de Bad Bunny puis de Luis Fonsi dans le Ah ouais. palmarès, puis j'avais trouvé ça comme My God, je suis dans le même palmarès que ces grands noms-là, tu sais. Ah Fait ouais, c'est hot. oui, de faire je ne sais pas si c'est possible, c'est un rêve impossible, mais un jour de pouvoir partager la scène ou faire des duos avec des grands noms de la musique internationale latine, c'est sûr que ça serait quelque chose d'absolument incroyable. Good. Je sais pas si Tom, tu as quelque chose à ajouter, mais de mon côté, ça fait pas mal le tour. Ouais, ça faisait le tour de mon côté aussi. Très bien répondu à nos questions. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir discuté. Là, Ouais, merci beaucoup d'avoir très intéressant, accepté pour vrai. Ben, ça a été un l'invitation grand d'être venu à plaisir Boisvert de Radio. jaser avec vous autres. Je vous félicite pour votre professionnalisme parce que vous êtes bien dans votre affaire. Vous Merci. maîtrisez bien vos sujets. On voit que vous avez fait vos recherches, vous avez fait vos devoirs. Vous êtes très professionnel. Je vous prédis une longue carrière, messieurs. Ah, merci beaucoup. Donc, je te souhaite le meilleur là, pour la suite de ta carrière qu'on va suivre là, avec attention. Ça va être le fun. Ben, au plaisir de vous rediscuter pour un prochain projet. Good. Thomas, merci beaucoup d'avoir été là toi aussi pour cette émission. C'était le fun. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.